voudrais tout d'abord excuser l'entreprise Litch International Europe qui devait venir vous faire cet exposé. Il y en a une personne qui vient de Niort et l'autre de Strasbourg. C'était un peu compliqué en ce moment. Donc je voulais les représenter et vous faire ce témoignage. Alors ils l'ont déjà joué il y a un mois lors d'une manifestation qui s'appelle Expérience MES, qui a lieu à Paris une fois par an, où différents industriels viennent témoigner de leur expérience de la mise en place d'un système informatique au sein de leurs ateliers. Donc Litch est venu, c'était mi-octobre je crois, Litch est venu présenter son témoignage sur la base d'un diaporama. J'ai eu la chance d'assister à cette conférence, donc je vais vous la reproduire aujourd'hui. Et puis c'est vrai que je connais bien le sujet, donc ça sera assez facile de prendre leur parole. Alors vous perdez un petit peu au change parce que donc, la conférence était animée par Émilie, qui est responsable des méthodes et qui est une personne charmante et très compétente, et Jean-Philippe, qui est le directeur informatique, qui est lui aussi quelqu'un de très intéressant, donc désolé. Mais je vais essayer de les remplacer au mieux. Donc les voilà tous les deux, Émilie aux méthodes et puis Jean-Philippe à l'informatique. Donc l'ordre du jour, c'est la présentation de leur entreprise, bien sûr, et puis ensuite expliquer pourquoi ils sont passés d'un système un peu hétérogène avec du papier, de l'Excel, pas mal d'applications internes développées en spécifique, comment ils ont décidé de choisir un logiciel MES pour remplacer tout ça. Ensuite, comment ils y sont allés. Justement, alors Olivier parlait de ce qu'on appelle l'approche Big Bang. Je remplace tout ça et je mets à place un logiciel et puis dans 12 mois ça marche. C'est pas l'optique qu'ils ont retenue. Donc on verra comment ils se sont pris. Ensuite, voir comment une solution du marché peut répondre à des besoins spécifiques d'une entreprise, que c'est pas évident. Alors quand on achète un logiciel de comptabilité, tout le monde fait débit, crédit, bilan, compte de résultat, donc on peut s'attendre à ce que le logiciel colle bien aux besoins d'un service comptable. Quand on achète un logiciel pour sa production, c'est moins évident, puisque on n'a pas toujours la même façon de travailler. Et même chez Litch, où il y a 2 sites, on verra après, un à Niort et un à Strasbourg, c'est pas du tout les mêmes configurations de produits. Donc même là, c'est difficile d'avoir un logiciel standard qui va couvrir les besoins. Ensuite, ce projet, il a démarré il y a plus d'1 an, donc ils sont en mesure d'en faire un premier retour d'expérience, donc c'est ce qu'on verra. Et puis, il y a l'aspect ROI. Je mets tant de milliers d'euros dans le projet, qu'est-ce que j'en récolte? Alors, c'est parti, donc présentation de l'entreprise Litch. Donc, c'est un groupe, fait partie d'un groupe américain depuis 2019. Et eux, leur métier, c'est de fabriquer des pièces électriques et électroniques. Donc, des relais, des contacteurs. Il y a donc 2 sites en France, un à Niort, un à Strasbourg. Ça fait 550 employés, donc on n'est plus dans la PME, on est dans l'ETI, entreprise de taille intermédiaire. 102 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas non plus une multinationale, ils ont des moyens limités, bien sûr. Leur marché, donc le marché numéro 1, c'est le ferroviaire, tout de suite derrière l'aéronautique. Alors l'aéronautique, ça leur apporte beaucoup de contraintes. Alors le ferroviaire aussi, mais l'aéronautique encore plus. Et donc, c'est les gens qui fabriquent sous des normes métiers, sous des normes clients, avec beaucoup d'audits, beaucoup de contrôles. Donc, c'est quelque chose de très contraint. Et puis, militaire et hélicoptère, pareil, là, on est sur des métiers très, très contrôlés. Les volumétries sont très différentes parce qu'à Strasbourg, à Sarralbe, on est sur des productions en grande série. Et à Niort, on est plutôt sur des petites et moyennes séries. À Sarralbe, on va faire des produits répétitifs et à Niort, on va faire des produits plutôt pas spécifiques, mais sur des petites séries pour des clients qui n'ont pas besoin de gros volumes. Donc voilà pour le décor. Donc entreprise industrielle sur des marchés contraints. Alors pourquoi une solution MES? Alors MES, tout le monde n'est peut-être pas à l'aise avec le sujet. M pour manufacturing, E pour execution, S pour système. En français, c'est suivi de production. Donc les Américains ont inventé ce terme de MES. On l'a gardé en France, à la fois dans nous, éditeurs de logiciels, mais également au niveau d'une instance qui s'appelle le Club MES, qui est un regroupement d'éditeurs, d'intégrateurs, de conseils, d'enseignants autour du MES pour le démocratiser en France. On a gardé cet acronyme parce que ça nous paraissait plus simple. Mais bon, concrètement, c'est tous les systèmes de suivi de production en atelier. Donc ce MES, on l'a mis en place donc, sur 2 sites.
Sarralbe et à Niort, avec, comme je vous le disais, deux façons de produire différentes. À Sarralbe, on est sur des postes avec des gens qui vont faire souvent les mêmes produits. À Niort, au contraire, on va changer souvent de produits avec des spécifications clients qui vont être très différentes. Et puis, on avait sur les deux sites des maturités assez différentes. Avec un site où il y avait commencé à mettre un peu d'informatique, des applications Excel, des applications spécifiques développées en je ne sais quel langage, et un autre site où il y avait encore beaucoup de papier. Donc vous voyez, c'est des enjeux assez différents en fonction du site. Ce qu'ils ont voulu montrer sur ce graphique, alors c'est ce qu'on appelle la pyramide informatique, pour ceux qui connaissent la pyramide SIM, où on dit que tout en haut, on va avoir les couches de gestion, donc notamment l'ERP, mais pas que, hein, l'ERP, le PLM, la CAO, etc. Enfin, tous les outils qu'on va trouver dans les bureaux. Et puis tout en bas, on a les ateliers avec les machines, un peu de logiciel. Alors souvent, ce sont ce qu'on appelle le logiciel de supervision ou de contrôle commande. Et il y en a deux mondes qui ont du mal à se parler parce que en haut, donc le RP, lui, il raisonne gestion, finance, prix de revient industriel. En bas, il y a les gens qui produisent et qui, eux, veulent avancer, veulent des solutions concrètes. Et puis, c'est deux mondes qui ont du mal à se parler. D'autant plus que, sans jeter la pierre aux DSI, mais ils sont tellement sollicités, les DSI, sur des projets de RP, de CRM, d'e-commerce, de paye, de recrutement, enfin je ne sais quoi, que quand la production leur dit coucou, on existe, vous venez nous voir pour mettre en place l'informatique dans l'atelier. Oui, on va venir demain, après-demain. Et puis c'est vrai que pour un DSI, il faut se mettre à sa place. Quand il va dans l'atelier, c'est un monde qu'il a du mal à apprivoiser. On va lui parler de sujets et de vocabulaire sur lesquels il n'est pas très à l'aise. Donc du coup, nous, éditeurs de MES, qu'est-ce qu'on constate depuis 20 ans? C'est que on a les industriels qui ont des besoins concrets de suivi de production, de traçabilité, de contrôle, de remplacer tous les dossiers papier. Et puis on a des DSI qui a du mal à y aller. Et donc, je me mets à leur place, les industriels, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est ce qu'a fait Litch. Et ce n'est pas un cas isolé, hein, c'est ce qu'on retrouve sur beaucoup de nos prospects. C'est qu'ils ont mis en place beaucoup de tableaux et de documents Excel. Ils ont mis potentiellement proche des lignes un peu d'informatique, 1, 2, 3 PC industriels, pour que les gens rentrent dans ces applications Excel. Ils ont mis en place aussi des applications spécifiques. Alors des noms, GESPROD, c'est de la gestion de production, Cassandre, Cléo, voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut être, mais voilà, ils se sont débrouillés pour faire avancer ça. Et eux, leur objectif, au bout de 5, 10, 15 ans, c'est de se dire, ouais, c'est bien, on est fiers de ce qu'on a fait, mais on aimerait aller un peu plus loin et avoir un système standard. Et c'est là que le MES a son rôle pour remplacer toute cette galaxie de solutions diverses et variées par une solution unique et standard. Alors ça peut être Cubes, qui est notre logiciel, ça peut être une autre solution, hein, on n'est pas les seuls sur le marché, mais la logique c'est ça, c'est de dire, ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'on développe des solutions, alors j'allais dire bric et broc, c'est un peu dévalorisant bric et broc, mais des solutions X ou Y, et allons maintenant vers une solution unifiée. L'autre avantage de cette solution unifiée, de ce MES, c'est que ces flèches qu'on essaye de mettre en place pour faire communiquer le RP avec les logiciels spécifiques ne sont pas toujours évidents à faire. C'est-à-dire que quand je développe la feuille de prod XLS pour suivre l'avancement de mes OF dans l'atelier, évidemment, je vais aller voir l'informatique pour dire on ne pourrait pas récupérer les OF en automatique. Et l'informatique va me dire oui, c'est possible, on va faire un échange de fichiers ou des web services. Enfin, je ne veux pas entrer trop dans les détails techniques, mais. Et là, on commence à avoir des difficultés à faire ces flèches-là. Or que nous, solutions MES, que ce soit Cubes ou une autre, encore une fois, hein, on a beaucoup plus de facilité à descendre des articles, des gammes, des nomenclatures, des OF, des positions de stock, parce que c'est notre métier et on le fait depuis 20 ans. Et donc l'avantage d'une solution MES, c'est que non seulement elle va remplacer tout ça de manière assez harmonieuse, mais elle va pouvoir dialoguer en descente et en remontée avec le RP, et dialoguer avec les outils qu'on a en atelier. Par exemple un automate, par exemple une balance, par exemple un pied à coulisses, par exemple une tridimensionnelle. Et ça se fait beaucoup plus facilement avec un MES. Donc le avant-après, voilà, c'est ça, c'est de remplacer tout un tas de systèmes hétérogènes par un système MES.
en même temps que cela, alors c'est pas magique tout ça, hein, ça c'est pas un coup de baguette magique, mais en même temps que cela, on va avoir besoin de structurer les données, ce qu'on appelle les données techniques. Pourquoi? Parce que dans un monde ERP, évidemment qu'on va faire un référentiel article, c'est indispensable, on va faire les nomenclatures, on va faire des gammes. Mais tout ça, ça va être fait dans une logique plutôt de gestion. C'est-à-dire qu'on va faire, si on prend la gamme pour produire un contacteur ferroviaire chez Litch, on va dire, il y a une opération disque de sortie composant, donc allez me chercher les composants en stock, une opération 20 de préparation de ligne, une opération 30 de montage, donc là les opérateurs vont devoir monter leur contact, une opération 40 de contrôle qualité, et puis une opération 50 de retour au stock. Bon, très bien, ça c'est ce qui me permet de calculer mon prix de revient, de faire mes appels de produits, etc. etc. Et c'est très bien pour le RP. Mais souvent cette gamme, quand on la descend dans l'atelier, les méthodes disent ouais, elle est difficile à appliquer parce que l'opération 30 de montage, je ne peux pas dire à madame, tenez, voilà, vous pour monter le produit. Non, l'opération 30 de montage dans le RP, dans la vraie vie dans l'atelier, elle va se découper dans des opérations de je prépare ma carte électronique, je prépare mes soudures, je fais ci, je fais ça. Donc c'est une opération de gamme ERP, au sens gestion, va peut-être donner 10 opérations ou sous-opérations de gamme dans l'atelier. Et quand on va passer, donc, je reviens en arrière, quand on va passer de système un peu je me débrouille à un système MES qui lui a besoin d'être un peu carré, eh bien on va devoir structurer ces données. Et c'est tout l'intérêt aussi, c'est de passer d'un monde un peu théorique à un monde très concret. On va pouvoir suivre l'OF et son avancement étape par étape, voire même sous-étape par sous-étape. Donc voilà, ça ne se fait pas un coup de baguette magique, ça nécessite de structurer ces process et ces données techniques. Alors, comment Litch a mis en route son projet? Bien sûr qu'on les a beaucoup aidés, parce que nous, ça fait 20 ans qu'on fait ce genre de projet, donc on a un peu d'expérience, un peu de retour d'expérience, et nos équipes projet sont là pour accompagner les clients et leur dire on va y aller étape par étape, on va essayer de ne rien oublier, et on va essayer d'éviter toutes les erreurs qu'on a pu rencontrer chez nos clients depuis 20 ans. Et notamment, la première erreur, c'est de dire ce projet, il va se décider dans les bureaux. Parce que le directeur de production, le directeur méthode, le directeur qualité, le directeur maintenance, c'est des gens qui sont très brillants. S'ils sont sur leur poste, c'est des gens sur lesquels on peut compter. Mais malgré tout, ils n'ont peut-être pas une vision assez détaillée de ce qui se passe en production et ce qu'attendent les équipes de production. Donc si le projet, on le décide dans des salles de réunion, et uniquement une salle de réunion, ça sera un beau projet. Mais il ne sera pas forcément tout à fait adapté à ce qu'attendent les équipes de production. Et puis il y a ce qu'on appelle le fantasme du client. Quand on achète quelque chose, que ce soit à titre personnel, on va acheter une voiture ou autre, on a toujours des fantasmes. On se dit, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et nous, notre rôle, c'est aussi de ramener le client à la réalité pour dire, essayons déjà une première étape très pragmatique qui répond à un premier objectif réaliste qu'on va tous pouvoir atteindre. Et ça, non pas dans 1 an, mais dans 3 mois. Donc nous, on essaie de faire partager ça aux clients, de dire, essayons d'impliquer le terrain, de les faire venir en réunion, de leur faire exprimer leurs attentes, pour éviter que ce soit un projet dans les bureaux, et puis que tout content, 6 mois ou 1 an après, on aille dans les ateliers, on dit voilà ce qu'on a préparé pour vous. Bien sûr, ça correspond grosso modo aux besoins, mais ça ne sera pas complètement adapté et ne sera pas complètement préparé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser. Alors là, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. J'imagine que tous vous me dites, évidemment qu'il faut impliquer les gens du terrain. Mais sauf que je vous garantis que ce n'est pas acquis, que depuis 20 ans que nous faisons ce genre de projet, on voit assez peu de gens du terrain dans nos réunions de conception de projet. Alors, le MES aussi, c'est un projet qui est assez unique dans le sens où il va fédérer un ensemble de services dans l'entreprise. Quand on achète une machine de conditionnement, je prends un exemple au hasard, hein, on va dire que effectivement la prod et la maintenance vont travailler main dans la main, mais la qualité pas forcément impliquée, l'informatique pas du tout, les méthodes pas sûres. Alors que sur un projet MES, on a besoin que tout le monde soit autour de la table et que tous les services réfléchissent ensemble. Donc c'est un projet qu'on appelle transversal. C'est souvent le premier projet qui est aussi transversal dans l'entreprise. Hein, si on fait le parallèle avec un projet ERP,
quand on met en place un ERP de gestion d'entreprise, il y a plein de services qui vont collaborer. Nous, au niveau MES, c'est pareil. On va mettre autour de la table des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler toujours ensemble. Alors, ils se connaissent, bien sûr. Hein. Ils savent que, voilà, qu'ils existent, mais ils vont devoir vraiment se mettre ensemble autour d'une table, mettre ensemble leurs idées, aussi leurs ressources, parce qu'ils ne sont pas tous disponibles au même moment. Peut-être que quand on va faire le projet MES, peut-être que la qualité, elle est en train de préparer le prochain audit du client X ou Y et que ça lui prend beaucoup de temps. Voilà, c'est un projet qui va fédérer beaucoup de services et les mettre autour de la table. Alors, comment ça s'est passé chez Litch? Comment ça s'est passé chez Litch? C'est dur à dire. Donc là, ils ont retracé un peu la chronologie du sujet. Alors, avant de consulter les éditeurs, là on est en mai 2020, il a dû se passer peut-être 1 an ou 2 où nos clients vont maturer le sujet en interne. C'est le bazar dans la prod, on ne sait pas où en sont les OF, un tel dans l'atelier nous dit que ça marche très bien, mais on voit bien que ça ne marche pas si bien que ça. Tout le monde nous remonte des indicateurs où tout va bien dans le meilleur des mondes, mais en fait on voit que c'est pas vrai. Un tel engueule toujours la maintenance parce qu'il dit que la maintenance intervient trop tard. Enfin, il y a une maturation dans l'entreprise qui dit on va améliorer ça. Et la démarche pour dire on va aller vers un système MES ne vient pas en une semaine. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois 4-5 ans de maturation du projet en amont pour dire ouais, finalement ce qu'il nous faut c'est un MES, c'est un logiciel qui va nous aider à améliorer tout ça et à sortir de mon atelier, c'est une boîte noire. Je lui envoie du papier, des OF en papier. Une semaine après, je retrouve les informations dans mon ERP. Il faut qu'on casse ça, il faut que l'atelier soit moins une boîte noire. Voilà. Et tout ça, ça va prendre un peu de temps. Là, on est vraiment au moment où le client se dit « Allez, j'y vais ». Donc c'est en mai 2020 où on a une consultation d'éditeur, rédaction d'un cahier des charges. Là, c'est allé très vite, hein, puisqu'on est sur 5 mois entre le moment où on lance le Go projet en interne chez Litch et le moment où on choisit la solution. Bon, en l'occurrence, c'est la nôtre. Hein. Ça peut être très très long, parce qu'il peut y avoir des allers-retours. Un client qui découvre le monde du MES peut se dire je crois qu'on est en train de faire fausse route. Donc on arrête tout, on va faire appel à un cabinet de conseil qui va nous aider et on repart à zéro. Donc ce qui a duré ici 5 mois peut durer 1 an et demi, c'est très variable. En tout cas chez eux c'est allé très vite. Donc choix de l'organisation du projet, de l'éditeur. Ensuite, comme on est en période Covid, que le gouvernement veut aider ces entreprises industrielles à bien passer cette période, eh bien, il y a des subventions qui sont débloquées, notamment dans l'aéronautique. Et donc, les sous-traitants de l'aéronautique en bénéficient. Donc, derrière, ok, j'ai choisi mon partenaire, mais en parallèle, j'ai préparé mon dossier de financement et je vais attendre que BPI France me donne le go pour y aller. Ça aussi, ça peut prendre chez certains clients le go, alors qu'ils viennent d'un financement externe ou d'un financement corporate, ça peut prendre 2, 3, 6 mois, des fois 1 an. On a signé un projet il y a quelque temps avec une entreprise française filiale d'un groupe japonais. Il a fallu que les Français aillent défendre le projet au Japon. 2 voyages, ça a duré 1 an. Entre le moment où ils nous ont dit c'est bon, on est mûr, on part avec vous, on y va, et le moment où on a démarré vraiment le projet, il s'est passé 1 an. Donc il ne faut pas négliger cette étape de décision, de financement interne ou externe. Bon, là c'est allé très vite, tant mieux, super. Et on a démarré la conception du projet en novembre 2020. Donc c'est là où nos équipes vont chez le client et commencent à s'immerger dans le projet, dans les besoins du client. Et c'est là où le projet Litch est original par rapport à beaucoup d'autres projets. Et c'est ce qu'on essaie de promouvoir, nous, de plus en plus. On aurait rencontré Litch il y a 10 ans, ils seraient venus nous voir avec leur cahier des charges qui fait 100 pages, et ils ont des besoins de suivi d'OF, de contrôle qualité, de mesure des temps main-d'œuvre, de bilan matière, enfin ils ont tous les besoins du monde et c'est bien normal. À ce cahier des charges, on leur aurait dit pas de problème. On vous envoie une équipe pendant 3 mois, ils vont affiner le besoin avec vous. Derrière, ils vont rentrer chez nous pendant 6 mois, 9 mois, ils vont vous paramétrer l'application. Ils retournent vous voir, donc on est 9, 10 mois après, pour vous présenter l'application, la recéter avec vous, la tester. Ça va durer 2 mois. Et puis, dans la suite, on va la mettre en production.
Donc entre le moment où nos équipes arrivent, novembre 2020, et le moment où ça gigote en production, il fallait à l'époque minimum 1 an. Avec le risque de ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire que le client ne voit pas grand-chose pendant 1 an, et le risque c'est que vous arrivez tout content avec votre application en production, et les gens de la production vous disent mais on ne travaille plus comme ça maintenant, on a changé parce que le client nous a fait changer ça, parce que si, parce que là. Et donc, il y a 10 ans, ce projet, on l'aurait fait comme ça. Depuis quelques années, on a revu notre façon de travailler et on est plutôt à dire il faut qu'en début de projet, on ait la vision globale de là où on veut aller, donc ce qu'on appelle la roadmap, pour savoir que le client il veut faire ça, 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 ça. Mais le projet, on ne va pas le faire d'un coup. On va le découper en étapes. En étapes de 3 à 4 mois, pour que très très rapidement, entre le moment où je signe ma commande avec l'éditeur, enfin avec le prestataire, et le moment où je vois des choses qui... Donc là on est sur novembre, on est sur 4-5 mois avec Noël au milieu, donc mettons 4 mois, que ça aille très vite et que j'en vois les bénéfices concrets dans mon atelier. Donc on a expliqué ça à Litch en disant vous avez un gros cahier des charges, on va y arriver mais ça ne va pas prendre 1 an, on va être honnête avec vous, ça va prendre 2 ou 3 ans. Et on va y aller étape par étape. Et ils nous ont fait confiance là-dessus. Et donc c'est ce qu'on a fait ensemble. Et ce que je voulais vous exposer ce matin, c'est ce changement d'attitude par rapport à ces gros projets, comme peuvent l'être des MES, de dire on va les découper en phases. Et donc la phase 1 chez eux, elle était relativement modeste. Elle consistait à dire, aujourd'hui l'opérateur, quand il est sur son pupitre, sur son îlot, il a une fiche d'OF, il a de la documentation papier qui vont l'aider à fabriquer. Et bien tout ça, on va le remplacer par un écran. Ok, il a aussi d'autres choses à faire, des contrôles qualité, mais ça on verra plus tard. Ok, vous lui demandez de mesurer sa performance en temps réel, on verra plus tard. Commençons par le basique, commençons par un socle qui consiste à faire en sorte que son suivi d'OF, on le fasse en informatique. Donc son OF, ça ne vient pas d'un document papier qui descend de l'ERP, ça vient d'une interface automatique. Donc le MES va récupérer ça en automatique et va amener ça au poste de travail. Donc j'arrive le matin, plutôt que d'avoir une liasse de papier qui me dit voilà tout ce qu'il faut à la journée, j'ai ma to-do list sur l'écran. Et cette to-do list, je vais pouvoir l'exécuter à l'informatique. Donc plutôt que d'écrire sur du papier, je vais faire ma saisie manuelle. Alors ça c'est vrai à Niort. À Saralbe, on est plus avec des connexions automatiques. Donc on va récupérer les quantités produites, les quantités rebutées directement sur les machines. Ça, c'est un double effet. C'est-à-dire que l'opérateur, ça va le soulager de toute cette paperasse. Son chef d'équipe, qui doit reprendre tous les papiers et les ressaisir dans l'ERP, ça va le soulager aussi. Une animation, une table ronde sur la thématique de la mise en pratique de l'industrie 4.0 et de l'intégration de nouvelles technologies, proposée dans 30 minutes à l'espace conférence. Merci. On est comment, Olivier, nous, là? On est bien? Bon. Merci. Donc, j'en étais au fait qu'on a proposé à Litch de démarrer par une première étape qui était vraiment le socle, c'est-à-dire le suivi de l'ordre de fabrication, retirer un maximum de papier par rapport à ça, que ce soit en suivi et en documentation au poste. Donc quand j'ai un doute pour monter mon composant sur la carte, quand j'ai un doute pour régler ma machine, au lieu de faire les 30 mètres pour aller dans le petit local où il y a le classeur avec toute la doc, eh ben je l'ai en ligne. Et puis c'est pas sûr que les 30 mètres je vais les faire tout le temps. Dire bon allez je vais essayer ça puis on verra bien. Là j'ai tout ce qu'il faut sous la main. Donc cette première étape, on a proposé à Litch de la déployer sur un atelier pilote et non pas de viser à le mettre en place sur tous les ateliers. Et en leur disant on le fait ça en 3 mois, dans 3 mois ça marche, promis. Et c'est ce qui se passait. Et une fois qu'on aura fini ça, eh bien on le déploiera également sur une première ligne pilote à Strasbourg. Et une fois que nos 2 lignes pilotes seront opérationnelles, on pourra envisager un déploiement sur l'ensemble des lignes pilotes. Donc je reprends mon déroulé, c'est je fais un premier atelier pilote, ça marche bien. Alors là il y a 2 sites, donc je teste sur un deuxième atelier pilote. Ça marche bien sur le deuxième site, et allez on déploie. Mais on déploie uniquement ces fonctions-là. Et quand ça marchera bien, on ira chercher une nouvelle fonctionnalité de contrôle qualité, de traçabilité, je ne sais quoi. Et on refera pareil, atelier pilote, ça marche, ok, on déploie. Et ainsi de suite. Évidemment, ça ne se fera pas en 1 an, on va être honnête avec vous, monsieur le client, ça se fera en 2 ou 3 ans, mais au moins, vous ne serez pas dans un effet tunnel, Big Bang, où quand vous arrivez à la fin, alors déjà, souvent c'est pas 1 an, parce que ça dure plus longtemps, c'est 1 an et demi, et on s'aperçoit que le besoin a changé, que c'est plus tout à fait ce qu'il fallait, que ça a énervé tout le monde, enfin bon bref.
Donc c'est une nouvelle façon d'approcher les projets et ça plaît beaucoup. Et c'est pour ça que Litch en est satisfait et est venu témoigner pour nous dans cette conférence. Donc voilà, ça peut vous sembler tellement évident ce que je raconte de dire mais oui, il faut faire comme ça, mais c'est le résultat quand même d'années et d'années d'expérience de projet parce que comme tout industriel, quand vous achetez quelque chose, ben vous avez pressé de le mettre en route et d'avoir comment dire, toutes les fonctions qu'on vous a promises le plus rapidement possible, mais malheureusement ça ne marche pas comme ça. Alors, pour parler plus en détail de ce que fait l'application chez ce client Litch, on est sur 3 domaines. La production, donc le plus important c'est la partie suivi de production, hein, c'est ce que je disais au début, c'est de remplacer les fiches suiveuses papier par de l'informatique. Donc bien savoir où on est chaque OF, est-ce que cet OF il a commencé ou pas, est-ce qu'il est déjà à l'îlot de contrôle qualité finale, ben non, il est encore au montage, enfin, voilà, toutes ces informations-là. On a également tout ce qui est traçabilité, puisqu'on a des clients dans le ferroviaire ou dans l'aéronautique qui disent à Litch, c'est vrai qu'il y a 10 ans, vous produisiez, je ne vous embêtais pas, vous me livrez un produit. Maintenant, je veux savoir exactement ce qu'il y a dans ce produit. Quel est le numéro de série du transformateur, quel est le numéro de série de la carte électronique, sur tel composant qui est critique, quel est le numéro de l'eau, etc., etc. Donc ça, Litch, il y a 10 ans, bah, oui, il y avait bien des numéros de série des lots sur leurs produits, mais c'était ni écrit nulle part, ni envoyé au client. Aujourd'hui, non seulement c'est consigné dans l'atelier, donc l'opérateur, bah, s'il y a un petit code barre, il va le scanner. Si malheureusement c'est un numéro de série qui est gravé, il va le ressaisir à la main, bah, on ne peut pas faire autrement. Et en tout cas, ça constitue un dossier de lot, ce qu'on appelle un dossier de lot électronique, qui va être transmis au client final. Et puis quelque chose qui leur a beaucoup plu, c'est ce qu'on appelle les alertes temps réel. Alors c'est tout bête, c'est un petit bouton sur l'écran opérateur qui lui permet de dire j'ai un souci. Quand on n'a pas ça, ben, je suis bien copain avec le gars de la maintenance, donc quand je le vois passer, je dis hey, tu peux venir voir, là j'ai un souci. Alors ben ça c'est le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, mais quand on n'a pas ça, c'est la possibilité d'avoir sur son écran un petit bouton qui dit j'ai un souci, j'ai un bruit sur la machine suspect, j'ai envie de le déclarer. Et ben, j'appuie sur le bouton, je dis bruit suspect sur la machine. Et cette alerte, elle va faire son petit bonhomme de chemin en interne pour aller à la maintenance ou à la qualité ou à la logistique. Hein, par exemple, je vois que mon stock pied de ligne il diminue. Dans une heure, je ne peux plus produire. Alerte logistique. J'ai besoin de pièces pour réapproprier de ligne. C'est un petit peu un chat ou un WhatsApp dans l'entreprise pour se parler. Et également qui nous permet de tracer ce qui se passe. Donc nous, on est capable de dire aux clients, cette semaine, il y a eu 10 alertes qualité, 50 alertes logistiques. Quoi, 50 alertes logistiques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très souvent, c'est qu'on a un problème pour des réappros de Kanban qui ne se font pas assez vite ou pour des erreurs de livraison, c'était pas le bon lot qu'on m'a livré, etc., etc. Donc ça, c'est le premier sujet qu'il voit dresser. Deuxième sujet, c'est la partie qualité. C'est de pouvoir mettre dans le logiciel tous les contrôles qualité qu'on demande à faire aux opérateurs en autocontrôle. Alors, hier, on était sur du contrôle papier. On vous demande de mesurer la pièce, on vous demande de faire tel test électrique, etc. Et après, les personnes le remplissaient sur papier. Alors, est-ce qu'elles avaient vraiment fait le test ou pas? On est incapable de le savoir, hein, puisqu'on est sur de la confiance opérateur. Là, on va un petit peu plus loin, parce qu'on va être connecté à la machine, et on va savoir que la valeur, le 12,25, ce n'est pas l'opérateur qui l'a relevé, ça vient directement de la machine. Et puis enfin, la partie ordonnancement. Ce genre d'outil va aider les serviceurs d'eau à être beaucoup plus au fait de ce qui se passe dans l'atelier, parce que ils lancent des OF, et puis après ils ne savent pas trop comment ça évolue, donc ils sont obligés d'attendre J+1, J+2 pour avoir les retours. Et bien là, ils ont les infos en temps réel. Il est 16h, là, est-ce que je peux lancer la production de demain comme je l'avais prévu? Non, parce qu'il y a cette OF qui est bloquée à tel endroit, donc j'ai cette ligne qui n'est pas disponible, donc ce n'est pas la peine que je relance un OF dessus. Donc c'est toute cette communication interne qu'on n'avait pas jusqu'à présent, avec des gens qui disent moi c'est une boîte noire l'atelier, donc je pousse des trucs, puis on verra bien. Non, j'ai maintenant des informations plus précises pour faire tout ça. Alors, je reprends là ce que je vous ai dit, hein, on avance phase par phase. L'étape 1, c'est un suivi tout simple de la production. L'étape 2, donc c'est le faire avec des interfaces avec le RP. L'étape 3, c'est ce déploiement. Et c'est d'avancer, comme vous voyez, étape par étape. C'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Alors, les premiers bilans qu'ils en tirent, premier retour d'expérience, c'est généralement assez rapide. Hein. Dès que vous mettez l'informatique dans l'atelier,
Sous une semaine, vous avez les retours du terrain, des équipes, hein, ça va très 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 vite. Il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps avant que les gens s'expriment, c'est ça qui est sympa. Donc ce qu'ils en retirent, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un seul et même outil pour leurs 2 sites de production, ça c'est important. Donc imaginez pour un directeur industriel, hier en fonction du site, il dit attends, donc quand on me dit que le TRS de ce site, il est calculé comme ça, oui d'accord. Il faut que je me remette dans le contexte du site pour comprendre les indicateurs qu'on me remonte. Alors que si j'ai un seul et même outil, forcément je sais que ça a été harmonisé. Pareil pour les processus, quand on me dit je lance une non-conformité, je sais que cette non-conformité, elle va être traitée de la même manière sur mes 2 sites. Parce que le process, c'est le même dans le MES. Etc., etc., etc. Un point très très important pour Leach, c'est celui-ci, c'est la partie les temps gamme. Parce que quand on est un service méthode et qu'on dit le temps de gamme pour monter ce micro-là, il est de 4 heures parce que j'ai 10 minutes pour aller chercher mes pièces, 20 minutes pour monter la partie électronique, 30 minutes d'assemblage, 10 minutes de test, 1 heure de test en conditions opérationnelles, avec, etc. etc. Aujourd'hui, dans énormément d'entreprises, si ce n'est la majorité, les temps de gamme, on n'est jamais vraiment sûr qu'ils soient bons. Si vous faites toujours le même produit, évidemment, ce temps de gamme, il va se fiabiliser de semaine en semaine, mois en mois, puis à un moment donné, vous êtes sûr de votre temps de gamme. Quand vous êtes chez Leach ou d'autres entreprises qui ont un catalogue produit avec plus de 1000 références, c'est dur de se dire mes 1000 temps de gamme, mes 1000 gammes de mes 1000 produits sont justes. Donc oui, j'ai un service méthode, oui, j'ai fait du chronométrage en atelier, oui, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais mes temps de gamme, finalement, je ne sais pas trop. Donc ce qui se passe, c'est que mes temps de gamme qui me permettent de faire mon prix de revient industriel, finalement, je ne suis pas très serein là-dessus. Parce que je dis que pour monter un micro, il faut 2 heures de temps. Donc 2 heures, c'est tel de coût main-d'œuvre, tel coût machine, etc. Donc je vais le vendre, ce micro, 150 € à mon client. Est-ce que je gagne de l'argent dessus ou est-ce que j'en perds? J'en sais rien finalement, parce que mes temps de gamme, ils sont assez théoriques. Le MES chez Leach et chez beaucoup d'autres clients, c'est aussi ça, c'est de fiabiliser les temps de gamme. Alors, évidemment, pas du jour au lendemain, mais à force de produire ce micro, 1 fois, 10 fois, 30 fois, eh bien, je vais avoir un temps de gamme moyen. Et je vais pouvoir aller discuter avec les gens de la production. Le temps de gamme théorique, c'était 2 heures. Je vois qu'on est à 1h50. Est-ce que c'est tenable pour vous, 1h50 ? Oui, on y arrive mieux parce qu'on a un MES, on a la doc en ligne, on n'est pas obligé de faire 20 minutes de circuit dans l'atelier pour aller chercher nos pièces, etc. Donc oui, le temps de gamme à 1h50, on le valide tous ensemble. Et chez Leach, c'était un point important de pouvoir fiabiliser petit à petit ces temps de gamme. Alors, il y a un autre aspect aussi qui est pas négligeable, c'est le fait de moderniser l'atelier. Et pour vous tous industriels qui êtes confrontés à un problème de recrutement, c'est vrai que quand vous recrutez alors j'allais dire un jeune, mais quelqu'un de nouveau qui est confronté aux technologies, quand il arrive dans l'atelier et qu'il voit les gens remplir du papier toute la journée, quand il voit des chefs d'équipe qui ressaisissent des trucs toute la journée, c'est moins attirant que quand il voit des postes avec des tablettes, des gens qui font du tactile. C'est tout bête, hein, mais quand vous débarquez dans un atelier d'une entreprise, que vous jetez un coup d'œil, ça joue pour beaucoup. Et ça joue également pour beaucoup pour les clients qui viennent auditer nos clients industriels. Parce que quand ils voient que toutes leurs informations sont saisies par papier, par opérateur, avec des risques d'erreur dans tous les sens, c'est moins rassurant que quand ils arrivent et qu'ils voient chez leurs propres clients des ateliers qui sont complètement informatisés et où le dossier de fabrication qu'on leur remet avec les produits, c'est pas du pipeau, ça vient vraiment d'informations fiables qui, pour l'essentiel, viennent même des machines elles-mêmes. Donc c'est important. Alors tout ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il ne faut pas se la raconter comme disaient les jeunes, et ça ne se fait pas sans difficulté, notamment ce qu'on appelle la conduite du changement, parce que dans une usine ou dans un atelier, ou même dans une équipe commerciale, marketing, il y a toujours des leaders, il y a toujours des gens qui freinent, il y a toujours des gens qui ronchonnent. Il n'y a pas de raison que dans un atelier ou dans un îlot de production, ce ne soit pas la même chose. Et puis il y a toujours des gens qui disent non, il aurait fallu faire comme ci, comme ça, je ne vais pas vous apprendre la vraie vie. Hein. Donc tout ça, il faut le gérer. Il faut emmener les équipes autour de ça, leur expliquer en quoi c'est bien, notamment quand on parle de leur faire saisir les temps. Tu vas mettre le début d'opération, quand tu démarres l'opération, quand tu démarres le soudage, quand tu finis le soudage, quand tu pars en pause, etc., pour qu'on puisse vraiment avoir des temps de gamme. Ah ouais, mais tout ça, c'est pour me fliquer.
Non, c'est pas pour te fliquer parce que l'entreprise en a besoin. On a besoin pour améliorer sa productivité, pour être plus compétitif, pour tracer les produits qu'on livre à nos clients. Voilà, donc c'est un dialogue qu'il faut avoir avec les équipes pour qu'ils sentent qu'il y a un vrai besoin, c'est un vrai plus pour l'entreprise. Et tout ça, ben, on peut en parler tout autant qu'on veut autour d'un micro, il faut le faire. Il faut le faire. Ensuite, là on a démarré un nouveau projet cette semaine chez un client. Ça s'est très bien passé avec les équipes de jour. Avec les équipes de nuit, c'était la catastrophe. Parce que bah, y avait les chefs de projet, les cadres sont plus là la nuit. Donc les gens la nuit sont un peu livrés à eux-mêmes. Et ils fermaient leurs OF par erreur, ils saisissaient les mauvaises quantités sur les... Bon. Bah, tout ça, ça s'accompagne pour éviter que on ait des erreurs de déclaration. Ce qu'on ne voit pas forcément sur du papier. J'ai un client qui me disait, quand on a mis en place les contrôles qualité avec Cubes, on était très rassurés parce que les équipes de nuit, on n'est pas là pour vérifier ce qu'ils font. Et on se doute que les contrôles qualité, ils ne les font pas forcément. Et puis à la fin de la journée, enfin à la fin de leur équipe de nuit, ils prennent leurs fiches et sur papier, ils disent oui, j'ai bien fait le contrôle à 2h du mat, à 4h du mat, à 6h du mat. Mais on n'est vraiment pas sûr qu'ils les aient fait en temps et en heure. Alors qu'avec l'informatique, on sait très bien à quelle heure ça a été fait, à quelle heure on a connecté le pied à coulisse ou la balance pour récupérer les valeurs. Alors, bon là c'est tout ce qu'ils ont fait en matière de formation et accompagnement. Ils ont fait des petits pins avec le nom du produit Cubes. Et donc les gens qui sont habilités et formés sur l'application MES ont un petit badge, bah, comme ceux qui ont une habilitation sécurité ont un brassard ou un badge sécurité. Bon, ils ont fait ça, ils ont trouvé sympa pour dire moi je suis habilité Cubes quoi. Voilà, ils ont mis en place des facs foire aux questions. Il y a un référent sur chaque ligne qui, quand il y a un souci, ben, les opérateurs vont le voir pour dire j'ai pas compris ce qu'il fallait faire là ou là. Enfin, voilà. Encore une fois, c'est un volet qu'il ne faut pas négliger. Pas se dire ben, oh mais les gens ils savent bien servir d'internet à la maison, donc on va leur mettre un poste en production, ils vont y arriver. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut accompagner le changement. Et encore une fois, il y a forcément des gens qui vous attendent au coin de la rue pour dire tu vois ton logiciel je vais le démonter en moins d'une semaine. Bon, ces gens-là, il faut les accompagner et être à leur côté. Donc les gains obtenus. Alors, vous vous rappelez que, alors je reviens pas en arrière, mais on est sur quelque chose qui est assez récent. Hein. On est sur un retour d'expérience de 6 mois. Mais d'ores et déjà, voilà, le premier avantage, c'est que tout ce qui était fait dans les fiches papier ou sur les tableaux Excel, dans Excel, je mets ce que je veux dans la case où je veux. Hein. Et bien tout ça, ça a été fiabilisé parce qu'on est sur un système MES. Quand on me demande de scanner le numéro de lot de composants électroniques, je scanne le numéro de lot. C'est pas je tape un truc ou je l'écris vite fait, tant pis pour ceux qui va relire, c'est pas mon problème. Donc là, il y a une fiabilisation des déclarations opérateurs qui est très importante. Et si on se replace dans le contexte où le client va venir nous auditer, bah pour un client, c'est plus rassurant de lui dire bah, ton numéro de lot qu'on a mis dans ton produit, on l'a scanné, donc on est à peu près sûr que c'est le bon numéro de lot. Suivi et pilotage de production. On passe vraiment d'une logique, l'atelier c'est une boîte noire. Si je veux savoir où on est l'avancement d'OF, je prends mes petites jambes et je vais voir en production ou je téléphone. Ça, je vais le faire une fois ou deux par jour, mais je ne peux pas le faire tout le temps. Eh bien, je sors de ça pour être sur un écran où je vais avoir directement mon avancement de production, etc., etc. Alors là, donc on parle d'un avantage stratégique qui est, bah, effectivement, quand il y a un client qui vient ou un auditeur, c'est quand même plus rassurant pour eux. Pour le personnel, ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ont remonté les équipes, c'est d'avoir plus d'intérêt dans leur job en disant bah, nous, quand on est gratte-papier, finalement, c'est pas super intéressant. Et là, on participe, on renseigne des infos, on gère des alertes. Quand on fait notre point d'équipe, on voit bien que maintenant, on a des informations fiables, c'est vachement intéressant, ça valorise notre travail. Bon, là, on est sur une population qui est constructive, on est peut-être sur la moitié des équipes, hein, mais ces gens-là, bah, ça valorise leur travail, ils sont contents. A l'inverse, il y a ceux qui vont vous dire oh, moi, c'est pas prévu dans mon travail que je fasse des scans, que je fasse des ci, que je fasse des là, donc il faut revaloriser mon salaire, faut aussi. Bon, forcément, il y a un peu de réfractaire, mais pour beaucoup, ils sont satisfaits parce que c'est beaucoup plus agréable pour eux de travailler comme ça. Maintenant, pour être concret, quelques photos d'ateliers et d'écran de l'application.
Donc là, on est sur des postes de travail. Alors, c'est des postes qui sont... On n'est pas sur des lignes de montage, production automatisée, on est sur du montage manuel. Parce qu'il y a les deux chez eux. Il y a des lignes qui montent les composants sur les cartes électroniques. Et puis après, il y a beaucoup d'opérations manuelles où je vais finir le produit, l'assembler, assembler toutes les cartes, les composants, etc. Donc là, c'est un poste de travail opérateur. Et on voit donc qu'on leur a mis des postes de travail. Alors, Litch a fait un choix. Ce n'est pas les seuls. Hein. On a d'autres clients qui l'ont fait. De prendre des tablettes. Alors, c'est des tablettes industrielles qui sont durcies. Je ne sais pas si on voit bien, là, on a des bords en caoutchouc. Et puis, si la tablette tombe par terre, elle ne va pas se casser. Ils ont pris le choix de mettre, plutôt que des PC industriels, des tablettes au poste, en les fixant sur des supports. Alors, on voit mieux le support ici. Vous voyez, c'est un bras articulé qui permet à l'opérateur de prendre son poste. Ils ont préféré ça par rapport à des PC, aussi pour des raisons de câblage, parce que la direction informatique ne se semblait pas de câbler les 200 postes de travail de l'usine. Donc, ils ont préféré travailler avec des tablettes connectées en Wi-Fi. Mais voilà ce que ça donne. Donc, l'opérateur, vous voyez, il y a un petit peu moins de papier qu'avant. On ne voit presque plus de papier apparemment. Et tout est sur l'écran. Donc, son ordre de fabrication, sa documentation pour l'aider à travailler. Là, on est sur une tablette qui n'est plus sur un support articulé. Donc, je peux partir avec parce que je suis sur un poste mobile. Donc, c'est un poste où, quand je suis devant mon écran, je tape sur ma tablette. Mais quand je veux faire un contrôle qualité, je prends ma tablette et je pars avec. Et puis maintenant, donc, quelques écrans de l'application. Alors, je ne sais pas si on voit très bien d'où vous êtes. Voilà, donc on est sur une tablette avec une logique d'ergonomie assez simple. On est sur des gros boutons. Donc je prends mon poste le matin, je pars le soir, je lance une nouvelle opération de production, je l'arrête, je prends une pause, je reviens, je pars en réunion, je reviens, j'ai une formation, je reviens, je fais une pause café, je reviens. Oui, c'est des gros boutons, hein. Donc on minimise les risques d'erreur. Donc si l'opérateur dit bah ok, j'arrive, je prends mon poste. Donc là, on va lui demander sur quelle opération il travaille. Donc c'est Anouk Pernet qui s'est connectée et elle prend son poste à 15h42. Elle a une to-do list. Alors, chez certains clients, il n'y a pas de to-do list. L'ordonnancement a dit, vous faites l'OF1, puis l'OF2, puis l'OF3, ça ne se discute pas. Chez l'autre client comme Litch, on a une to-do list et la personne peut démarrer l'OF qu'elle souhaite. Donc là, il y en a 3. Un qui est l'opération 10, l'autre un peu plus avancé. Donc elle va prendre l'OF qui lui convient. Et une fois qu'elle a pris cet OF, ça peut durer une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Pendant toute la durée de l'OF, elle va être sur ce qu'on appelle un écran pivot, ou l'écran principal. Donc il lui rappelle en haut l'OF sur lequel elle travaille, la quantité à faire. Donc il y a 250 pièces, elle en est à 212. Malheureusement, il y a eu un rebut. Donc ça, c'est son petit tableau de bord. Et puis ça, c'est son écran de travail, où elle a un onglet production. Donc elle voit qu'elle est à plus de 80% de ce qu'on lui demande de faire. Il n'y a pas encore de graphique de rebut, parce qu'elle n'a pas fait de rebut, donc très bien. Et là, elle a ses boutons pour déclarer ses actions. Terminé, c'est mon chef me dit, t'arrêtes cet OF. Il n'est pas fini, mais tu l'arrêtes. Bon, ok, terminé. Et elle va passer à un autre OF. Suspendre, c'est la même chose, mais elle le reprendra plus tard. Alerter, c'est le fameux bouton, je vous ai dit, tiens, il y a un bruit suspect ou j'ai bientôt plus de pièces pour le prochain OF. J'appuie sur alerte et ça va faire son petit bonhomme de chemin à la qualité, à la logistique, je ne sais où. Production, c'est si cette quantité 212, je ne suis pas cubes, je ne suis pas capable d'aller chercher sur une machine parce que je suis sur un poste manuel, donc il n'y a pas d'automate. Donc là, c'est l'opérateur qui va me déclarer, j'ai fait 5 nouvelles pièces. Donc elle appuie sur production, il y a un écran, elle tape 5, on ferme l'écran et on sait qu'elle a fait 5 pièces de plus. Certains clients nous demandent de remonter dans leur ERP les quantités produites, non pas à la fin de l'opération, à la fin de l'OF, mais dès que l'opérateur a saisi, pour que ça remonte au fil de l'eau. Pourquoi pas? Un truc qui peut être sympa aussi, c'est le joindre au document. On est sur une tablette ou sur un smartphone. Je veux déclarer un souci, je peux prendre Mesdames, Messieurs, une table ronde sur la thématique de la mise en pratique de
l'industrie 4.0 et de l'intégration de nouvelles technologies vous est proposé dans moins de 10 minutes à l'espace conférence. Merci. Ouais, ça c'est le côté un petit peu moderne où quand j'ai une tablette ou un smartphone en production, alors smartphone c'est pas des smartphones grand public, hein, là aussi c'est durci, eh bien je peux prendre une photo d'un produit, d'une non-conformité, d'une situation, etc. Et cette photo elle va rentrer dans l'opération et être conservée dans le logiciel. J'ai un doute pour faire une opération, je ne me rappelle plus comment il faut monter telle pièce ou régler je ne sais quoi. Alors là c'est sur le doseur dispensing PDF je ne sais pas quoi. Donc j'appuie sur document et là je vais avoir 1, 2, 3 documents. Alors documents PDF, film, je ne sais quoi, qui vont m'aider à produire. Donc plutôt que d'aller prendre mes petites jambes, faire 20 ou 30 mètres pour aller chercher la documentation, je l'ai directement au poste. Vous voyez, c'est vraiment précieux. Voilà, puis pour un responsable de prod qui veut savoir où ça en est, eh bien il a pour un OF, donc c'est l'OF 053. Les opérations 10, 20, 30 sont terminées. On en est à la 40. On a fait 10 pièces sur les 15. Donc c'est bientôt fini. Vous voyez, ça donne une visibilité. Et on casse un peu l'effet boîte noire de l'atelier. On est comment là? On va conclure. Je voulais partager avec vous les questions qui ont été posées en atelier, donc quand Litch a fait sa conférence à Paris. Il y a une question qui a été posée sur la fiabilité des tangames, en disant est-ce que vous êtes au final plus satisfait des tangames que vous aviez à l'époque quand vous chronométriez les opérations en production avec un chronomètre physique ou maintenant avec le MES? Et donc la réponse de Litch était de dire on est plus rassuré, il y en a plus de fiabilité avec le MES parce que quand on va chronométrer des gens sur les tangames, ils ont la pression, ils vont essayer de faire de leur mieux et on n'a pas forcément le vrai tangame, celui de la vraie vie de tous les jours. Parce que dans la vraie vie de tous les jours, je fais un peu plus de réglage, je fais un petit peu plus de ci. Et le MES nous permet d'avoir un tangame moyen parce qu'on a fait le produit 10 fois, 15 fois. Et on sait que voilà, il y a un tangame moyen à 1 heure avec un écart type de plus ou moins 10 minutes, mais le tangame c'est 1 heure. La deuxième question, est-ce que les saisies sont suffisamment fiables pour vous permettre de vous baser sur le système MES? Donc, alors là, ils étaient affirmatifs. Bon, au début, c'est un peu la panique parce que les gens ne savent pas trop, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, on est vraiment sur un gros taux de fiabilité. Comment arrivez-vous à gérer toute la documentation destinée aux équipes de production? Donc, c'est l'écran qu'on a vu avant. Ça se fait au niveau du service méthode et qualité. C'est que chacun vient mettre ses documents donc, dans notre logiciel Cubes au bon endroit, les rattache. Pourquoi ce document il apparaît là? Parce qu'il est rattaché à cet article-là et à cette machine-là. Et donc nous, on sait Cubes que quand on fait cet article sur cette machine, c'est ce document qu'il faut produire. Donc on n'a pas l'opérateur qui va chercher dans plein de documents, c'est lequel déjà. Non, on lui apporte le bon document en fonction du contexte. Et la dernière question qui a été posée, c'est dans votre ERP. Alors eux, ils n'ont pas, c'est pas SAP ou un logiciel comme ça, c'est un logiciel qui s'appelle IFS, un logiciel assez connu dans le monde informatique, mais peut-être moins dans le grand public. Et en plus, la personne qui a posé la question dit « Moi, j'ai IFS, et je sais que dans IFS, il y a un module de suivi d'atelier. Pourquoi ne l'avez-vous pas mis en place plutôt que de chercher un MES ?» Et la réponse de Litch était que eux, ils ont voulu ne pas mettre les œufs dans le même panier, dire « Le ERP fait bien ce qu'il a à faire en gestion, mais a toujours un peu de mal à aller dans l'atelier. Un, pour des raisons d'ergonomie. Par exemple, ça sera dur à faire avec un ERP en production. D'avoir des tablettes, des écrans tactiles, de la doc au poste, des connexions avec les automates, c'est quand même pas très facile pour un ERP. Et l'autre argument de Jean-Philippe, le directeur informatique, c'est de dire le jour où je fais une migration d'ERP, je sais que ça ne va pas impacter mon atelier. Et le jour où je fais une migration de mon MES, je suis sûr que ça ne va pas impacter mon monde de gestion. Donc ça permet de répartir un peu les risques aussi.